Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que presque tout le monde connaît, mais que très peu de personnes comprennent vraiment, le tartre. La plupart du temps, les gens le voient comme une simple saleté sur les dents, une couche qui s'accumule, quelque chose de désagréable, d'inesthétique, parfois gênant, mais pas forcément profond. On se dit que c'est juste un problème d'hygiène, un détail de brossage ou une conséquence normale du temps. Mais quand on regarde le sujet d'un peu plus près, on découvre quelque chose de beaucoup plus intéressant. Parce que ce qu'on appelle tartre n'est pas seulement une matière dure qu'on retire chez le dentiste. Dans l'approche du texte source, il faut surtout le comprendre comme une conséquence d'un phénomène plus vaste. Les biofilms, c'est-à-dire des communautés microbiennes organisées, capables de se protéger, de s'installer, de persister et de transformer progressivement l'environnement de votre bouche. Et là, tout change. Parce qu'à partir du moment où l'on comprend que le tartre n'est pas juste une crasse, mais le résultat d'un terrain biologique, d'un déséquilibre de pH, d'une nourriture donnée aux microbes, d'un environnement favorable à leur croissance et parfois même d'une mauvaise gestion du calcium dans les tissus, alors la question n'est plus seulement comment enlever le tartre. La vraie question devient pourquoi revient-il sans cesse et que peut-on faire pour empêcher ce terrain de se reconstruire encore et encore? C'est exactement ce que nous allons développer aujourd'hui. Nous allons parler des biofilms, du rôle du sucre, du pH de la bouche, du calcium, de la salive, de certains ingrédients simples comme le bicarbonate de soude et l'eau oxygénée, du xylitol, de quelques composés naturels intéressants, et même du rôle possible de la vitamine K2 dans la qualité de la surface dentaire. Mais surtout, nous allons essayer de remettre de l'intelligence dans un sujet que beaucoup de gens traitent soit trop superficiellement, soit trop tard. Car souvent, on attend que le problème soit installé. On attend que les dents deviennent rugueuses, que la laine change, que les gencives se sensibilisent, que le nettoyage chez le dentiste devienne nécessaire. Alors qu'en réalité, ce qui compte le plus, ce n'est pas seulement ce qu'on enlève quand le tartre est déjà là. C'est ce qu'on fait pour que ce terrain arrête de se reformer aussi vite. Et tout commence par une idée fondamentale. La bouche n'est pas un simple endroit à nettoyer, c'est un écosystème. Un écosystème vivant, humide, nourri, colonisé, traversé par des bactéries, des levures, des enzymes, des minéraux, de la salive, des acides, des résidus alimentaires et des mécanismes de défense. Et si cet écosystème penche du mauvais côté, alors les biofilms deviennent plus agressifs, plus épais, plus persistants et finissent par créer des problèmes visibles. Le texte source explique que les biofilms sont comme des structures protectrices, des sortes d'abris où les microbes se logent sous une couche minéralisée, en particulier calcique. Cela leur permet de se cacher du système immunitaire et même de devenir plus difficiles à atteindre. Il rappelle aussi que 95% des bactéries dans la nature vivent sous cette forme de biofilm. Et l'image donnée est très parlante. Si vous ramassez une petite pierre glissante dans un ruisseau, cette couche visqueuse et glissante est déjà un biofilm. Autrement dit, les biofilms ne sont pas une anomalie rare. Ils font partie des grands mécanismes de survie du monde microbien. Et comme votre bouche contient en permanence de l'humidité, grâce à la salive, cet environnement est naturellement propice à leur existence. Le problème ne vient donc pas du fait qu'il existe des biofilms. Le problème vient du moment où ils deviennent excessifs, déséquilibrés et commencent à nuire au terrain buccal. À partir de là, plusieurs conséquences peuvent apparaître. D'abord, la mauvaise haleine. Ensuite, une inflammation plus chronique. Puis des gencives qui ont tendance à reculer. Une sensation de dents rugueuses. Une accumulation plus rapide de dépôts et dans certains cas, une nécessité d'aller faire retirer mécaniquement ce qui s'est installé. Mais ici, il faut bien comprendre une chose très importante. Le tartre installé n'est pas seulement une question de brossage.
Il raconte quelque chose sur le terrain. Il raconte ce que les microbes mangent. Il raconte ce que votre salive arrive ou n'arrive plus à équilibrer. Il raconte si votre bouche devient trop acide. Il raconte si votre mode de vie nourrit un environnement favorable à la plaque et à sa minéralisation. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Parce que dans cette approche, l'un des grands moteurs de la prolifération des biofilms pathologiques, c'est le sucre. Le texte le dit très clairement. Si vous consommez trop de sucre ou si vous êtes diabétique, vous fournissez exactement le carburant que ces microbes adorent. Et il ne s'agit pas seulement de bactéries, il peut aussi y avoir des levures, notamment du candida, au sein de ces biofilms. En consommant ce sucre, ces micro-organismes produisent notamment comme sous-produit de l'acide lactique, ce qui fait progressivement baisser le pH dans la bouche. Et quand ce pH descend trop bas, les choses deviennent beaucoup plus problématiques. Le texte source indique qu'une zone de pH entre environ 3,5 et 5,5 devient très défavorable, car elle favorise un phénomène de décalcification. En d'autres termes, l'environnement devient suffisamment acide pour encourager la perte de calcium des dents et, dans la logique présentée, même un appel plus général au calcium du corps. Cela crée alors un terrain propice aux caries, à la fragilisation dentaire et à la consolidation de l'habitat minéralisé des microbes. C'est un point crucial. Beaucoup de personnes pensent que les caries et le tartre sont deux mondes complètement séparés. Dans la réalité du terrain, ils peuvent être liés par la même histoire, celle d'un environnement buccal déséquilibré, trop acide, trop nourri en sucre fermentescible et mal tamponné. Autrement dit, la vraie guerre contre le tartre ne se joue pas seulement avec la brosse à dents. Elle se joue aussi dans ce que vous mangez, la fréquence à laquelle vous grignotez, la quantité de sucre exposée dans la bouche, la qualité de votre salive et votre capacité à empêcher l'acidité de s'installer durablement. C'est justement pour cela que le premier ingrédient mis en avant dans le remède proposé est le bicarbonate de soude ou bicarbonate de sodium. Le texte explique que ce composé aide à tamponner l'acidité, à remonter le pH vers quelque chose de plus neutre ou légèrement moins agressif et à empêcher cet environnement très acide qui favorise l'extraction du calcium et la progression des biofilms. Pourquoi ce choix est-il intéressant ? Parce qu'il est simple, parce qu'il est peu coûteux, parce qu'il repose sur un mécanisme logique, et surtout parce qu'il imite en partie ce que le corps essaie déjà de faire. Le texte précise en effet que le bicarbonate fait partie des moyens naturels par lesquels la salive tamponne les acides. Donc, en utilisant du bicarbonate, vous ne donnez pas à votre bouche quelque chose d'exotique ou de totalement étranger. Vous renforcez simplement une logique naturelle de protection. Et cela, c'est une vraie force. Parce que beaucoup de bons remèdes ne fonctionnent pas en forçant brutalement le corps. Ils fonctionnent en soutenant intelligemment une fonction qu'ils possèdent déjà. Le bicarbonate, dans ce contexte, agit comme un soutien au terrain. Il aide à rendre l'environnement moins accueillant pour l'excès d'acidité. Il aide à perturber la stabilité de certains biofilms. Il aide à créer un contexte moins favorable à la progression du tartre. Et ce n'est pas tout. Le second ingrédient du remède proposé est l'eau oxygénée, c'est-à-dire le peroxyde d'hydrogène à 3%. Le texte explique que ce composé aide à freiner le développement des biofilms et à réduire différents microbes, y compris certaines bactéries, levures et candidats. Là encore, l'idée avancée est que l'on utilise un composé que le corps connaît déjà, puisqu'il en produit naturellement dans certains contextes de défense microbienne, y compris dans la salive. Ce point mérite d'être bien compris. L'intérêt de l'eau oxygénée dans cette approche n'est pas seulement de désinfecter de manière vague.
Son intérêt est de participer à une réduction de la charge microbienne et de rendre plus difficile la reformation rapide des biofilms excessifs. Autrement dit, le bicarbonate agit surtout sur le terrain acide et l'eau oxygénée agit davantage sur la pression microbienne. C'est cette combinaison qui rend le remède intéressant. Le texte donne une méthode très simple. 1/4 de cuillère à café mis de bicarbonate de soude, 1/4 de cuillère à café mais d'eau oxygénée à 3% dans une demi-tasse d'eau. Puis, utilisation après le brossage habituel, avec la brosse à dents, afin d'aider à limiter le retour des biofilms. Maintenant, il faut prendre un peu de recul et voir ce que cela signifie plus profondément. Ce remède n'est pas présenté comme une baguette magique. Il est présenté comme un moyen simple d'agir sur le mécanisme du problème. Et cela change tout. Parce qu'au lieu de se contenter de dire « j'ai du tartre, donc je vais juste brosser plus fort », on comprend enfin que la question est plus fine. Comment rendre ma bouche moins favorable à la plaque minéralisée et aux biofilms tenaces? Et cette question est beaucoup plus intelligente. Car beaucoup de gens se brossent déjà les dents régulièrement et pourtant continuent à accumuler du tartre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas résoudre un problème de terrain uniquement avec un geste mécanique. Il faut parfois intervenir sur le pH, sur les microbes, sur l'alimentation, sur la qualité de la salive et sur les nutriments qui gèrent le calcium. C'est pour cela que le texte ne s'arrête pas à ce remède. Il cite aussi plusieurs éléments complémentaires très intéressants. Le premier, c'est le xylitol. Le texte explique que le xylitol, présent dans certains chewing-gums et certains édulcorants, possède des propriétés antibiofilms. Il aide à réduire l'adhésion sur les dents, ce qui signifie qu'il peut rendre plus difficile la fixation de certains micro-organismes et des peaux. Il recommande donc, si l'on mâche du chewing-gum, de choisir un chewing-gum au xylitol. Pourquoi est-ce intéressant? Parce que cela introduit une idée très utile. Tout ne se joue pas uniquement pendant les 2 minutes de brossage. La journée entière compte. Ce que vous laissez dans votre bouche après les repas compte. Ce que vous mâchez compte. Ce que vous donnez comme carburant ou comme obstacle aux microbes compte. Le xylitol, dans cette logique, agit comme un petit allié de terrain. Il ne remplace pas le brossage, il ne remplace pas un bon suivi dentaire, mais il peut participer à rendre l'environnement moins favorable à l'installation excessive des biofilms. Ensuite, le texte cite plusieurs substances naturelles anti-biofilms. Le romarin, le clou de girofle, le thym, l'huile d'origan, l'ail, le cumin, le curcuma, la cannelle et la nacre. Tous ces éléments sont présentés comme pouvant aider à réduire les biofilms. Ici encore, le message profond est très intéressant. Cela signifie que le monde naturel contient des composés capables d'interagir avec les microbes, avec les adhésions, avec les environnements biologiques complexes. Ce n'est pas étonnant au fond. Les plantes produisent depuis toujours des molécules de défense, d'adaptation, d'équilibre. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il faut se précipiter et mélanger tout ce qu'on trouve. Le point essentiel à retenir, c'est plutôt celui-ci. La santé buccale ne dépend pas seulement du nettoyage mécanique, mais aussi de la biologie du terrain. Et quand on comprend cela, on commence à poser les bonnes questions. Est-ce que je nourris trop les microbes avec du sucre? Est-ce que ma bouche reste trop acide trop longtemps? Est-ce que je grignote toute la journée? Est-ce que j'ai une bouche sèche? Est-ce que je soutiens correctement mes minéraux? Est-ce que je fais revenir en permanence un terrain propice au tartre? Parce que oui, le sucre mérite qu'on y revienne. Le texte insiste beaucoup dessus, et à juste titre. Le sucre ne pose pas seulement problème parce qu'il colle aux dents. Il pose problème parce qu'il nourrit les microbes. Et des microbes bien nourris produisent davantage d'acide. Et davantage d'acide signifie un pH plus bas. Et un pH plus bas signifie un terrain plus favorable à la déminéralisation
et aux biofilms persistants. Autrement dit, si une personne veut sérieusement réduire sa tendance au tartre, elle ne peut pas ignorer la question alimentaire. Elle doit regarder sa fréquence de consommation de sucre, ses boissons sucrées, ses snacks, ses collations, son niveau global de glucose et même son terrain métabolique si elle est insulino-résistante ou diabétique. Parce qu'une bouche exposée au sucre toute la journée n'a pratiquement jamais la paix. Elle repasse sans cesse dans des phases acides. Elle repasse sans cesse dans des moments où les microbes reçoivent exactement ce qu'ils veulent. Et à long terme, cela finit toujours par coûter quelque chose. Il faut aussi parler du lien entre tartre, gencive et inflammation. Le texte rappelle que l'excès de biofilm ne crée pas seulement de la mauvaise haleine ou des dépôts. Il peut aussi s'accompagner d'inflammation et de récession gingivale. Et cela est très important, parce que beaucoup de gens traitent le tartre comme un problème esthétique, alors qu'il s'inscrit souvent dans une histoire inflammatoire plus large. Une bouche enflammée n'est jamais un détail. Une gencive qui recule n'est pas un simple accident visuel. Un terrain dentaire qui s'abîme raconte souvent une lutte silencieuse entre les microbes, l'immunité locale, la salive, l'alimentation et la minéralisation. Donc plus on agit tôt, mieux c'est. Plus on comprend le terrain, mieux c'est. Plus on sort d'une vision superficielle, mieux c'est. Et c'est là qu'intervient un autre point du texte, la vitamine K2. Le document explique qu'il existe des recherches intéressantes, même si elles sont encore présentées comme un peu mitigées, montrant une corrélation positive entre la vitamine K2 et une diminution de cette plaque dentaire. Il dit aussi que certaines personnes remarquent, en prenant de la K2, souvent associée à la vitamine D3, que l'intérieur de leurs dents devient progressivement plus lisse. Enfin, il rappelle que la vitamine K2 est globalement impliquée dans le transport du calcium vers les os et hors des tissus mous. Ce point est fascinant, parce qu'il élargit complètement la discussion. On n'est plus seulement dans la bouche, on est dans la gestion du calcium par le corps, et c'est une idée très profonde. Le tartre, dans cette logique, n'est pas seulement une affaire locale. Il peut aussi refléter, au moins en partie, la manière dont le calcium circule, s'accumule ou se dépose. Si la vitamine K2 aide à mieux orienter le calcium, alors on comprend pourquoi certaines personnes peuvent avoir l'impression que leurs dents deviennent plus nettes, plus lisses, plus propres en surface, indépendamment même du brossage classique. Encore une fois, cela ne veut pas dire que la vitamine K2 est un remède magique au tartre, mais cela veut dire qu'elle mérite de faire partie d'une réflexion plus large sur la santé dentaire, osseuse et minérale. Et là, on arrive à une conclusion très importante. Le tartre n'est pas seulement une histoire de dents, c'est une histoire de terrain. Un terrain acide ou non, un terrain nourri au sucre ou non, un terrain riche en biofilms ou non, un terrain bien tamponné par la salive ou non, un terrain correctement soutenu par certains nutriments ou non. Voilà pourquoi deux personnes peuvent avoir des habitudes de brossage assez proches, mais des résultats très différents. Parce qu'elles ne vivent pas dans le même terrain intérieur. L'une grignote du sucre toute la journée, l'autre non. L'une a la bouche sèche, l'autre non. L'une a une glycémie mal équilibrée, l'autre non. L'une accumule les dépôts rapidement, l'autre non. L'une nourrit les microbes sans le savoir, l'autre limite mieux les facteurs de risque. Et cela change tout. Alors si l'on voulait résumer ce sujet dans une logique simple, claire et vraiment utile, on pourrait dire ceci. Le tartre n'est pas seulement quelque chose qu'on gratte, c'est quelque chose qu'on prévient. On le prévient en réduisant le terrain favorable au biofilm. On le prévient en limitant l'excès de sucre. On le prévient en protégeant le pH de la bouche. On le prévient en soutenant la salive dans son rôle naturel. On le prévient en utilisant intelligemment des aides simples comme le bicarbonate, l'eau oxygénée ou le xylitol dans le cadre proposé par le texte source. Et peut-être surtout,
On le prévient en arrêtant de croire que la bouche est séparée du reste du corps. Parce qu'elle ne l'est pas. La glycémie influence la bouche. Les nutriments influencent la bouche. Le calcium influence la bouche. Le microbiote influence la bouche. L'inflammation influence la bouche. Et la bouche, elle aussi, en retour, influence souvent la santé générale. Alors non, ce sujet n'est pas petit, il est au contraire très important. Car apprendre à gérer le tartre, c'est apprendre à lire les signes d'un terrain, à comprendre ce que les microbes font, à voir comment votre bouche réagit à votre mode de vie, et à intervenir avant que les choses ne s'installent trop. Et c'est précisément là que la vraie prévention commence. Pas dans la panique, pas uniquement dans le détartrage tardif, mais dans la compréhension fine de ce qui nourrit le problème. Si vous retenez une seule idée aujourd'hui, retenez peut-être celle-ci. Le tartre ne revient pas par hasard. Il revient parce qu'un environnement le laisse revenir. Et quand vous changez cet environnement, vous commencez enfin à traiter la racine du problème. En résumé, le tartre ne se résume pas à une simple couche sur les dents. Dans le contenu de base, il est présenté comme le résultat d'un terrain favorable au biofilm, à l'excès d'acidité, à une alimentation trop riche en sucre et à un déséquilibre de l'environnement buccal. L'idée essentielle, c'est que le problème ne consiste pas seulement à retirer ce qui s'est accumulé, mais aussi à empêcher ce terrain de se reformer sans cesse. En soutenant le pH de la bouche, en limitant le sucre, en comprenant le rôle de la salive, des biofilms, du bicarbonate de soude, de l'eau oxygénée, du xylitol et même du lien possible avec la vitamine K2, on commence à agir plus intelligemment à la racine du problème. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre le vrai lien entre tartre, biofilm, sucre et santé buccale, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la santé naturelle, la nutrition et les solutions simples qui peuvent vraiment améliorer ton quotidien. Écris en commentaire « Je protège mes dents dès aujourd'hui » et partage cette vidéo avec quelqu'un qui enlève le tartre encore et encore sans avoir compris pourquoi il revient.